Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo afin de poursuivre notre chapitre sur l'affirmation du pouvoir royal au Moyen Âge. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un roi assez important pour l'histoire de France, c'est Philippe Auguste. Donc, vous avez normalement écrit le titre. Si ce n'est pas fait, je vous rappelle que vous pouvez faire pause sur la vidéo de façon à rattraper et faire les choses au bon endroit. En dessous de ce titre, vous devrez trouver la fiche d'activité de Philippe Auguste. Alors, deux possibilités. Soit vous avez fait votre travail en temps et en heure et je vous en félicite. Nous allons pouvoir le corriger ensemble. Il se peut qu'il y ait des questions sur lesquelles vous n'ayez pas trouvé de réponse. Ben, on ne s'inquiète pas, hein, la correction est là pour ça n'est pas une évaluation, donc on se déstresse. Soit vous n'avez pas fait votre travail en temps et en heure, c'est pas bien, il va falloir vous organiser un peu mieux, mais bon, c'est pas grave, prenez le corrigé, il est là également pour ça. Je rappelle que ce n'est pas parce que vous n'avez pas rédigé votre phrase-réponse de la même façon que moi que c'est faux. Par contre, hein, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une phrase simple, sujet, verbe, complément, mais minimum une phrase simple. Bien. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Bien, puisque vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer la correction. Donc, première question. Comment évolue le domaine royal entre le Xe et le XIIe siècle, à savoir hein, sur cette période du Moyen Âge, hein, et donc ce domaine royal, eh bien, il s'agrandit surtout sous Philippe Auguste, qui est donc, je vous le rappelle, roi de France de 1180 à 1223. Ces dates vont être importantes, il faudra que vous les reteniez, on les mettra dans le cahier un peu plus tard. Bien, si on regarde maintenant le document 1 de la page 114, on vous demande comment Philippe Auguste récupère-t-il eh bien, les territoires du roi d'Angleterre Jean sans Terre. Alors Jean sans Terre, c'est un roi d'Angleterre que vous connaissez, peut-être sans le savoir. Vous le connaissez certainement puisque c'est le roi de Robin des Bois, le méchant roi qui essaye de kidnapper et d'emprisonner tout le monde là. Donc c'est un personnage qui a existé. Bon, Robin des Bois reste un personnage du folklore, mais voilà, le roi, lui, dont il est question dans ce film ou dessin animé, a existé. Alors, eh bien, comment est-ce que Philippe Auguste récupère ces terres? Tout simplement parce que, eh bien, le roi d'Angleterre est accusé de ne pas effectuer les services dus en tant que vassal du roi de France sur ces terres. Donc, je vous le rappelle, hein, si vous regardez les cartes, vous voyez qu'une bonne partie de l'ouest de la France, notamment la région de Bordeaux, l'Aquitaine, appartient au roi d'Angleterre, tout simplement parce que la maman de Jean sans Terre, eh bien, c'est la duchesse Aliénor d'Aquitaine qui s'est mariée au roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, et qui a, en guise de cadeau de mariage, hein, apporté ses terres à la couronne d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre se retrouve donc le vassal du roi de France pour ces territoires-là. Sauf que le roi d'Angleterre refuse eh bien, de prêter serment de fidélité au roi de France, refuse tout ce qu'un vassal doit à son suzerain. Donc ça déclenche une guerre et Philippe Auguste, remportant un certain nombre de territoires, un certain nombre de batailles, pardon, va récupérer les territoires par la même occasion. Et notamment, la grande bataille, c'est celle de Bouvines. Alors, où se situe Bouvines? Quand on regarde la page 111 de votre livre, on voit que Bouvines se situe dans le nord du royaume, dans le comté de la Flandre, à la frontière donc avec l'Empire germanique, c'est-à-dire l'Allemagne actuelle. Bien. Alors, vous aviez ensuite un petit texte à lire et on vous demandait, d'après ce texte, comment les sujets de Philippe Auguste réagissent-ils justement à l'annonce de cette victoire militaire, donc de cette victoire de Bouvines en 1214. Eh bien, comment ils réagissent? Eh bien, ils font la fête. Ils sont super contents. C'est pour eux une sorte de victoire nationale, hein. C'est la France qui a gagné contre l'Europe, contre le roi d'Angleterre. Et ça, c'est plutôt positif pour notre ego de Français. La question 5 vous invitait à expliquer l'importance de cette bataille. Donc l'importance de cette bataille, moi je l'ai vue en 3 points. D'accord? Tout d'abord, donc le roi de France est le suzerain du roi d'Angleterre pour les domaines de l'ouest de la France. Et donc c'est un seigneur puissant. Mais le roi d'Angleterre est très puissant également et il menace Philippe Auguste. Donc il va lui confisquer ses terres. D'accord? À Bouvines, en 1214, Philippe Auguste affronte le roi d'Angleterre, certes, mais pas que. Il affronte également ses alliés, qui cherchent à affaiblir le roi de France, et notamment le comte de Flandre, Ferrand, et l'empereur germanique. Ils sont tous les deux vaincus, et donc après sa victoire, Philippe Auguste peut vraiment confisquer
les domaines de ses adversaires, qui va transformer en partie du domaine royal, hein. C'est pour ça que le domaine royal va s'intégrer. Il ne va pas reconfier ses terres à un autre seigneur, à un autre vassal, par peur, d'accord, de revivre la situation qu'il vient de vivre avec le roi d'Angleterre. Donc il décide que ces terres maintenant appartiennent directement au roi de France et plus à personne d'autre, pardon. Donc ça, c'était pour la première partie, hein, qui s'intitulait Philippe Auguste étend son pouvoir sur le territoire du royaume de France. Une deuxième partie, Philippe Auguste va donc également renforcer l'administration royale. Alors, on vous demandait quelle ville Philippe Auguste choisit-il pour capitale. Bien évidemment, il choisit Paris pour capitale, hein, c'est de là que vient notre capitale. Donc, petite explication, donc là, moi, je ne vous demandais que ce qui est écrit en vert sur la vidéo de mettre dans votre cahier. Là, je vais vous donner quelques petites informations supplémentaires. Donc, en effet, hein, à partir du XIIe siècle, le roi va se fixer à Paris, avec sa cour et son administration centrale, qui va être de plus en plus élaborée. D'accord, l'autorité du roi, là, n'est pas seulement liée à sa position de suzerain suprême, elle repose également sur sa fonction sacrée, qui est reconnue par l'ensemble de ses sujets. Donc cette évolution politique majeure, qui va donc avoir lieu entre le XIIe et le XIIIe siècle, va permettre à Paris d'accéder au rang de capitale. Euh, on va trouver dans cette ville, hein, des personnalités riches qui vont permettre de stimuler l'activité économique de la ville, qui va également devenir un centre intellectuel puisqu'on va y trouver de grandes universités. D'accord. Donc, en quelques décennies, donc en une dizaine d'années, hein, Paris va se transformer en ce qu'on appellera un monstre urbain puisqu'il va y avoir un peu plus de 200 000 habitants. D'accord, en 1297, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, ça fait d'elle une ville extrêmement peuplée. Alors, qu'est-ce qui montre dans cette ville que Paris est bien la capitale du royaume de France? Eh bien, c'est tout simplement la présence du palais royal au cœur de l'île de la Cité. D'accord? Donc, ce palais royal, hein, vous le connaissez aujourd'hui sous un autre nom, c'est le Louvre. D'accord? Aujourd'hui, c'est devenu donc le musée du Louvre. À l'époque, c'était une forteresse et donc si certains d'entre vous ont pu aller visiter le Louvre, quand on descend en fait, hein, on peut aller au sous-sol, retrouver pardon les fondations de ce palais royal et les donc murailles du, heu, du palais de Philippe Auguste. Je vais y arriver. Philippe Auguste va également faire, d'accord, et là c'est quelque chose encore que je vous rajoute, entourer Paris d'une muraille longue de 5 kilomètres pour la protéger. Question suivante. En quoi le sceau montre-t-il la puissance du roi? Eh bien, ce sceau montre la puissance du roi parce que, eh bien, il va être présent sur toutes les décisions du royaume. D'accord, donc ça c'est extrêmement important. Il ne peut pas y avoir de décision prise à travers le royaume s'il n'y a pas le sceau royal imposé dessus. Donc oui, voilà, ça montre bien cette puissance du roi. Par qui les baillis sont-ils désignés? Eh bien là encore, hein, la puissance royale est montrée de cette façon, puisque c'est le roi lui-même qui va les choisir. Alors bien sûr, il ne connaît pas toutes les personnes personnellement, par contre, il va prendre conseil auprès d'un certain nombre de seigneurs qui vont donc pouvoir placer là un certain nombre de leurs amis. Quelle est la mission de ces baillis ou de ces sénéchaux, hein, en fonction si l'on est au nord ou au sud de la France? Eh bien, à quoi ils servent? Ils servent à rendre la justice au nom du roi et à collecter les impôts, toujours au nom du roi. Donc vous voyez bien que ce ne sont plus les seigneurs qui vont collecter les impôts, d'accord? Parce que les seigneurs auraient pu détourner une partie de l'argent pour eux. C'est bien les sénéchaux et les baillis qui vont le faire au nom du roi pour enrichir la couronne royale et non plus les petits seigneurs. À qui rapporte-t-il ensuite ce qui se passe dans le royaume, ces sénéchaux et ces baillis? Eh bien, ils font un compte-rendu régulier au roi. Alors, comment est-ce que le roi va s'assurer la fidélité de ces baillis? Eh bien, tout simplement en les punissant très sévèrement en cas de faute. Alors, les punitions, elles sont, ça peut être eh bien, une exclusion du royaume, ça peut être un emprisonnement à vie, mais ça peut aussi être une peine de mort. Du coup, les autres baillis vont un petit peu réfléchir avant de trahir le roi, puisqu'ils peuvent perdre la vie. En quoi la création des baillis est-il un moyen pour le roi d'affirmer son autorité? Eh bien, c'est un moyen d'affirmer sa justice face à celle des grands seigneurs. Je vous le disais, hein, ce ne sont plus les grands seigneurs qui récoltent les impôts, ce ne sont plus les grands seigneurs qui rendent la justice, ce sont les baillis qui le font au nom du roi. D'accord?
Donc pour lui, c'est un moyen de se faire obéir et de devenir le maître du royaume qu'il a agrandi. Donc en effet, on a une administration du royaume qui est renforcée et qui est élaborée. Et là, cette phrase qui est soulignée, hein, comme les deux autres, hein, qui étaient centralisation du royaume sur la capitale Paris dans la première question, ou alors Paris siège du pouvoir royal dans la seconde question, eh bien en effet, sont des phrases extrêmement importantes pour votre bilan. D'accord? Bien. Nous avons donc corrigé ces questions. Il nous reste maintenant à faire, eh bien, à noter la trace écrite. Donc, je vais vous l'afficher en entière, hein. Elle est très longue, mais elle est aussi extrêmement importante et elle résume un petit peu tout ce que l'on vient de dire. Donc là encore, hein, lorsque j'aurai fini les explications, si vous n'avez pas fini d'écrire, eh bien, n'hésitez pas à faire pause de façon à pouvoir bien prendre le temps d'écrire. Là encore, tout ce qui apparaît en rouge, souligné, sont des choses extrêmement importantes que vous devez absolument connaître. Donc, au début du Moyen Âge, le roi de France a très peu de pouvoir, hein, on le rappelle, les Capétiens vont agrandir peu à peu le domaine royal. Au XIIIe siècle, l'État royal se met en place. Philippe Auguste fixe le pouvoir royal à Paris et nomme les baillis et les sénéchaux pour le représenter dans le royaume. D'accord? Donc c'est le choix de la capitale qui va du coup donner un autre statut à, au pays, hein, et à la ville. Et puis bon, l'importance des baillis et des sénéchaux, on l'a dit, qui vont faire perdre un peu de pouvoir du coup aux seigneurs. Durant donc son règne, 1180-1223, je vous le rappelle, ces dates sont extrêmement importantes, vous devez les connaître. Philippe II Auguste remporte d'importantes victoires militaires contre les grands seigneurs du royaume, et bien évidemment la plus importante est celle de Bouvines en 1214, je vous le rappelle, contre le roi d'Angleterre et ses alliés. Le sacre, qui a lieu toujours dans la cathédrale de Reims, fait du roi un personnage élu de Dieu. De son vivant, Philippe Auguste va faire également couronner son fils aîné pour lui succéder. Donc la dynastie des Capétiens va consolider la monarchie. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais ça n'était pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit directement sur mon téléphone, soit via Pronote. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, la semaine prochaine, pardon, pour la suite de ce chapitre. Bon courage à vous. Je vous rappelle également que vous avez pour lundi la fiche d'activité sur eh bien, Louis IX et Philippe le Bel. Donc là, j'ai réuni deux rois en une fiche d'activité parce que ce sont des rois eh bien, moins importants, mais qui ont tous les deux fait une chose importante. Euh, Vous découvrirez lesquels ce week-end et nous nous retrouvons lundi. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.